Bien, on poursuit la correction de l'activité sur le Brésil. Après avoir vu que le Brésil était marqué par de très fortes inégalités sociales, eh bien, on va voir que le Brésil est également un pays qui est marqué par des inégalités spatiales, c'est-à-dire des inégalités au sein de son territoire, au sein de l'espace national brésilien. Donc justement, on va s'intéresser aux inégalités à l'échelle nationale. Ces inégalités, vous allez pouvoir également les étudier à partir des documents 5 et 6, page 110 de votre manuel, hein. Le document 5 étant une carte qui présente les inégalités de revenus au Brésil, hein, mesurant avec des figurés de couleurs allant du jaune au rouge le revenu par tête, qui est donné en réal, hein. Un réal brésilien, c'est à peu près 0,24 euros, donc un quart d'euro. Et sur cette carte apparaît également le nombre de foyers gagnant plus de 10 fois le salaire minimum, qui est représenté par des disques de taille qui sont proportionnels au nombre de foyers gagnant plus de 10 fois le salaire minimum. Et puis vous avez un texte qui est extrait de, c'est le document 6, hein, de la revue qui s'appelle l'Information géographique, qui a été publiée en 2017 et qui présente justement les contrastes régionaux au sein du Brésil, hein, donc un texte écrit par un géographe et qui présente les inégalités territoriales au Brésil. Donc quand on observe la carte du Brésil, hein, et notamment ces inégalités, eh bien, on distingue traditionnellement trois Brésils. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle le Brésil développé. Alors, ce Brésil développé, sur la carte qui vous est présentée ici dans le PowerPoint, il est symbolisé par le figuré de surface de couleur rouge qui correspond à la légende suivante, un centre avec une forte concentration de population et d'activité. Alors, vous voyez que ce Brésil développé, se trouve surtout au sud et au sud-est, hein. Alors ce Brésil développé, il contient 50% de la population brésilienne, hein. Vous voyez, pourtant c'est loin d'être l'espace le plus grand. Et donc c'est-à-dire qu'un Brésilien sur deux vit dans ce sud développé. Et il comprend sept États, hein, les États du Sud, c'est-à-dire les États de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Paraná, de Sao Paulo, du Mato Grosso do Sul, de Rio de Janeiro, d'Espírito Santo et de la capitale Brasilia qui est intégrée à ce Sud développé. Euh, Dans ce sud développé, hein, vous trouvez donc on va y intégrer la capitale, une métropole de rang mondial, Sao Paulo, qui est un centre d'impulsion économique et financier, le fameux triangle industriel qui est composé de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, dans lequel se concentre l'essentiel des grandes industries brésiliennes. Euh, et donc ces agglomérations vont structurer cet espace. Alors, si je m'appuie sur la carte, page 110, hein, le document 5, et plus que sur la carte d'ailleurs qui est sur le diaporama, vous avez ensuite ce qu'on appelle le Brésil intermédiaire, qui correspond à 17% de la population brésilienne, avec 6 États contigus de la frontière vénézuélienne, au Minas Gerais. Donc vous avez les États de Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás et Minas Gerais. Et vous avez l'Apama qui est frontalier de la Guyane française. Donc ça correspondrait sur cette carte à ces territoires-là, à peu près, qui sont ce qu'on appelle le Brésil intermédiaire. Vous les voyez mieux d'ailleurs sur la carte, le document 5, page 110, que sur cette carte-là, où ça correspondrait à des périphéries en réserve. Mais dans ces périphéries en réserve, eh bien, vous avez des territoires qui sont plus développés que d'autres, et il se trouve ici, donc à la frontière de la Guyane française, mais qui est ici, pardon, mais aussi à la frontière du Venezuela, c'est-à-dire ici. C'est ce qu'on appelle le Brésil intermédiaire. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le Brésil pauvre, hein. Le Brésil pauvre, il contient un habitant sur trois du Brésil, donc 33% de la population, sur 9 États du ce qu'on appelle le nord-est. Donc, comme son nom l'indique, le nord-est, c'est ce qui se situe ici, hein, au nord-est en fait du Brésil. Donc vous avez 9 États, c'est les États d'Alagoas, de Bahia, de Ceará, de Maranhão, de Paraíba, de Pernambuco, de Piauí et de Rio Grande de Sergipe. Et vous avez trois États amazoniens les plus défavorisés, hein, Acre, Pará et Tocantins. Donc c'est vraiment le cœur de l'Amazonie, hein, on va dire l'Amazonie profonde.
Alors ensuite, vous trouvez des inégalités spatiales. Après les avoir vues à l'échelle nationale, eh bien, vous trouvez également des inégalités spatiales à l'échelle locale. Alors vous avez de fortes oppositions entre la ville et la campagne. On l'a vu précédemment en disant qu'il y avait à peu près 2 fois plus, que du moins le revenu moyen à la campagne était 2 fois plus faible que celui en ville, et qu'il y avait donc proportionnellement plus de pauvres à la campagne qu'en ville. Il y a également des oppositions entre le centre et la périphérie, hein, notamment dans les villes, hein. Le centre est généralement plus riche que les périphéries où se concentrent les bidonvilles. Et vous avez également une très forte ségrégation socio-spatiale, hein, qui se matérialise dans l'espace par la coexistence de quartiers extrêmement riches avec des favelas, hein. Donc, par exemple, ici, nous sommes à Sao Paulo. Vous avez une photo de la favela de Paraísopolis, hein, c'est-à-dire la cité du paradis. Donc ici, on a l'extrême richesse avec piscine, cours de tennis, piscine individuelle sur les balcons. Et ici, vous avez une séparation, un grand mur, hein, avec de l'autre côté le bidonville, dans lequel on voit des gens qui vivent avec des matériaux de récupération, des constructions très sommaires, donc qui côtoient l'extrême richesse. Donc on voit bien à travers cette photo que les inégalités socio-spatiales sont donc très importantes, et ce qui nous amène à nous demander eh bien, comment pouvoir les réduire. Alors pour zoomer un peu, hein, ou du moins dézoomer un petit peu sur cette favela de Paraísopolis, donc elle est située, comme je vous l'ai dit, à Sao Paulo. Pour vous localiser, Sao Paulo, donc c'est au sud-est du Brésil. Et donc pour vous la localiser dans l'agglomération géante de Sao Paulo, hein, qui est une métropole de rang mondial, hein, qui concentre des fonctions de commandement, notamment dans le domaine économique, avec 26 sièges de firmes transnationales. Eh bien, la photo, elle est issue d'ici. Donc, vous voyez, hein, ici, c'est une favela, et ici, ce sont des quartiers très richement dotés. Donc, on voit que l'extrême pauvreté côtoie, comme je disais, l'extrême richesse. Euh, alors, pourquoi ça? Alors, pour vous donner quelques informations en plus, hein, vous voyez que la favela de Paraísopolis, donc littéralement la ville du paradis, c'est une des 612 favelas de Sao Paulo, et qui compte entre 80 000 et 100 000 habitants. Et vous voyez, on vous dit qu'il y en a 612 favelas à Sao Paulo. Ça vous donne une idée du nombre de pauvres qui sont concentrés dans ces villes qui sont multimillionnaires, hein. Sao Paulo, c'est une ville qui approche des 20 millions d'habitants. Euh, nous sommes dans le quartier de Morumbi, hein, c'est ce qu'on appelle des golden ghettos de Sao Paulo, hein. Et ici, vous avez le Paço dos Reis, qui veut dire le palais des rois, hein. C'est ce qu'on appelle un condominium, comme il est indiqué sur la diapo, ou qu'on abrège par l'appellation condo, et qui inclut toujours des services innovants pour les propriétaires qui investissent dans un produit haut de gamme, avec des salles de gym, des projections de films, des piscines, des tennis, des jardins. Donc voilà, on a des golden ghettos, c'est-à-dire des ghettos réservés littéralement, c'est-à-dire le ghetto doré. Donc ce sont des ghettos réservés aux personnes qui sont extrêmement riches. Et donc ici, vous avez une autre vue de la favela de Paraísopolis. Donc vous voyez ici des enfants au premier plan qui jouent avec un petit cerf-volant, et puis là, vous avez la favela. Et puis derrière, eh bien, vous avez les quartiers dans lesquels se concentrent les personnes les plus aisées. Et puis une dernière vue ici de cette favela avec le Golden Ghetto justement qui est ici et qui côtoie donc la favela où on voit justement les installations électriques et la piètre qualité des habitations qui sont présentes sur cette image. Alors justement, je vous disais comment réduire ces inégalités, mais auparavant, avant de voir comment on peut réduire les inégalités au Brésil, j'ai oublié qu'il fallait qu'on regarde la réponse à une des questions de l'activité sur le Brésil. Oui, la question 5 que vous aviez à traiter dans l'activité sur le Brésil, c'était comment les inégalités sociales se traduisent-elles sur le territoire brésilien? Et donc, il fallait observer une carte avec des codes couleurs qui correspondaient au niveau de développement, hein. On se basait sur l'indice de développement humain. Je vous ai dit, c'est cet indice qui se base sur le PIB, le taux de scolarisation et l'espérance de vie, et qui est gradué entre 0 et 1. Plus on est proche de 1, plus on est développé, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure.
Et lorsqu'on a observé donc la carte du Brésil, hein, que vous aviez étudiée, on se rend bien compte que le Brésil, c'est un pays où le développement est loin d'être homogène, c'est-à-dire qu'il est loin d'être égal partout. Le sud-est et le centre sont beaucoup plus développés, avec un IDH compris entre 0,76 et 0,91, que le nord et le nord-est, qui lui a un IDH compris entre 0,46 et 0,71. Notamment, cela est dû à la présence de la forêt amazonienne, mais pas seulement. Bien qu'on ne puisse pas l'observer avec cette carte, hein, ces inégalités, et on vient de les voir, se retrouvent au sein des villes les plus riches, entre quartiers pauvres, les favelas, et quartiers d'affaires matérialisés par des buildings flambant neufs. Alors justement, pointons les inégalités au Brésil et les difficiles politiques de développement qui ont été mises en place pour essayer du moins tenter de les réduire. Donc on l'a vu, hein, précédemment, les enjeux sont nombreux, hein, et la réduction des inégalités est une tâche complexe. Donc pour faire un petit focus sur les histoires des politiques, de l'histoire pardon, des politiques sociales qui ont été mises en place au Brésil, la présidente Dilma Rousseff, hein, que l'on a vu précédemment, a notamment poursuivi la politique sociale qu'avait mis en place son prédécesseur Lula, puisque c'était deux présidents qui faisaient partie de ce qu'on appelle le Parti des travailleurs, donc un parti socialiste qui visait donc à défendre les travailleurs et à réduire les inégalités, notamment entre les plus pauvres et les riches, également à donner de la terre aux paysans brésiliens. Donc c'est un parti qui avait mis en place une démocratie participative, pardon, c'est-à-dire une démocratie où le peuple est vraiment amené à participer de façon libre et directe à la prise des décisions publiques. Par exemple, l'élaboration du budget municipal d'une commune. Même si évidemment ces politiques ont eu parfois du mal à se concrétiser à cause de la réticence des élus qui ne veulent pas céder du terrain sur leur chasse gardée, qui est par exemple l'élaboration du budget. La présidente Dilma Rousseff avait mis également en place, avec son prédécesseur, le programme Fome Zéro. Fome Zéro, c'est-à-dire en portugais fin zéro, c'est-à-dire mettre fin FIN à la fin FAIM. Donc ça, c'était une politique publique qui visait à l'éradication donc de la faim et de l'exclusion sociale. Ce programme s'adressait à près de 10 millions de familles et doit leur permettre à terme de pouvoir faire 3 repas par jour. Rappelez-vous, un pays développé est un pays qui fournit les ressources essentielles à sa population. Donc, si le Brésil se veut pays développé, eh bien sa population doit manger à sa faim. Donc ça, c'était un programme du Parti des travailleurs. À la fin de son mandat, à Dilma Rousseff, en 2016, le Brésil est tombé en récession, c'est-à-dire en crise économique. Il était notamment fragilisé par le poids de sa dette, hein, qui comportait plus de 50% de son PIB, c'est-à-dire que la dette brésilienne était égale à la moitié de sa richesse nationale. Et par contre, à son crédit, on peut lui mettre le fait que le taux de chômage soit tombé à 5%, ce qui est presque le plein d'emploi, c'est-à-dire que les Brésiliens avaient presque tous du travail. Euh, donc, cette présidente et son prédécesseur ont tenté de mettre en place des politiques de développement et de réduction des inégalités avec un succès inégal, et ce malgré une corruption très importante qui d'ailleurs va emporter le président Lula puisque celui-ci ira faire un séjour en prison, notamment à la veille des élections de 2019. Donc en 2019, ben justement, on en arrive à l'élection dont je vous ai déjà parlé de Jair Bolsonaro, et là c'est un changement total. Lui, c'est un président d'extrême droite, donc les politiques sociales, il les balance par-dessus la tête, hein, il n'en a rien à faire. Et la lutte contre les inégalités n'est plus centrale, voire très secondaire. Ce qui compte pour les présidents d'extrême droite comme Jair Bolsonaro, c'est le maintien d'un ordre social établi prioritairement, c'est-à-dire que les riches restent très riches, que ceux qui dirigent restent au pouvoir, et que rien ne change, en quelque sorte. Donc sa priorité, c'est la sécurité à ce président, qui pointe du doigt l'importance de la criminalité et des homicides dans le pays, ce qui est un fait, mais qui pour beaucoup est plutôt lié à la pauvreté, qu'il faudrait peut-être réduire. Donc lui, au lieu de chercher à réduire la pauvreté, eh bien, il préfère s'en prendre aux criminels, ce qui est aussi nécessaire. Mais si on ne va pas à la source du mal, on ne guérit pas la maladie. Et la source du mal, évidemment, au Brésil, c'est la pauvreté.
Donc il propose différentes mesures visant à réduire l'insécurité, dont l'investissement massif des forces police.